c'est plutôt parler de communication que de solidarité, même si on peut aussi s'interroger sur ce qu'on entend par solidarité, avec qui, jusqu'où, contre qui. Tout ça poserait aussi d'intéressantes questions. Mais dans ma pratique, dans mon parcours de médecin humanitaire à Médecins sans frontières, j'ai eu l'occasion de m'interroger sur la communication elle-même, en constatant d'ailleurs dans un premier temps que l'humanitaire moderne, ce qu'on appelle, disons, les ONG humanitaires nées après la guerre du Biafra dans les années 70-80, cette génération-là d'humanitaires, la dernière, celle qui est encore, disons, dominante aujourd'hui, c'est l'humanitaire de la télévision. Probablement d'ailleurs déjà un peu débordé par d'autres médias, mais j'y reviendrai. Mais en tout cas, c'est celui qui est né avec la télévision, notamment au Biafra. Et d'ailleurs, cette coexistence de l'essor de la télé ça date des années 30 si on remonte historiquement, mais sa démocratisation, sa généralisation, ce sont les années 60 et 70 qui l'ont vu, et en particulier dans les années 60, l'arrivée de nouvelles caméras, les caméras d'épaule, qui ont permis à des reporters d'aller au plus près de la ligne de front, au plus près des combats dans les situations de conflits armés. Et j'ai en tête évidemment la guerre du Biafra, qui a été le moment pivot, disons, autour duquel a basculé une aide humanitaire ancienne qui s'est renouvelée, où est née une aide humanitaire nouvelle, type Médecins sans frontières, et bien d'autres qui sont nés enfin, dans le décours. Ce qui est frappant, c'est que au Biafra, la communication a été essentiellement centrée sur les victimes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on date de la guerre du Biafra cette nouvelle génération d'humanitaires qui protestent contre le génocide, qui sont au plus près du front, qui, quoique travaillant avec des organisations déjà anciennes, comme la Croix-Rouge ou d'autres, mais enfin qui renouvellent les pratiques. Mais cette communication, elle se fait essentiellement autour des victimes. C'est avec la guerre du Biafra qu'est constituée, en fait, l'icône souffrante du tiers-monde sous la forme d'un petit enfant atteint de malnutrition, avec les côtes saillantes, le ventre ballonné, le visage triangulaire. Bref, cette image de la souffrance par la famine. Mais quand on regarde cela, deux choses peuvent venir à l'esprit lorsqu'on connaît un peu le détail de cela. D'une part, la comparaison avec un autre conflit qui a été extrêmement couvert par les médias, par la télévision tout particulièrement, enfin photographes et reporters de télévision, c'est la guerre du Vietnam, qui est contemporaine. Enfin, elle avait commencé avant, elle s'est terminée après, mais il y a tout un moment, à la fin des années 60, au plus fort, d'une certaine manière, de la guerre du Vietnam, où les deux coexistent. Et ce qui est frappant, c'est qu'avec les mêmes moyens techniques, la même audace physique, c'est une toute autre représentation qui sort de la guerre du Vietnam, que l'on pourrait appeler beaucoup plus héroïque. La figure centrale de la guerre du Vietnam, c'est le combattant anti-impérialiste. La figure centrale de la guerre du Biafra, c'est le petit enfant crevard. Et on voit donc qu'il n'y a pas de surdétermination, que ces modes de communication, selon le contexte, selon le cadre politique dans lequel se déroule l'événement qui est décrit, peuvent prendre une signification tout à fait différente. Et puis la deuxième remarque, la deuxième interrogation ou remarque critique qu'on peut faire sur cet événement, c'est la suivante. Lorsqu'on voit, j'ai en tête une scène particulièrement dure, particulièrement éprouvante, qui a été tournée au Biafra, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, mais c'est précisément ça qui est mon sujet du moment, deux ou trois petits-enfants qui peinent à mettre un pas devant l'autre, qui sont totalement décharnés, on sent qu'ils ont du mal à respirer, qu'ils n'ont plus pratiquement d'hémoglobine, extrêmement anémiés, extrêmement affaiblis,
et ils grimpent péniblement de 2 marches comme des vieillards sur le point de mourir. C'est une scène qui est à peine supportable. Cette scène a été largement utilisée pour illustrer le blocus de la faim, l'entreprise génocidaire qui, selon un certain nombre de gens, était en cours au Biafra. Et pourtant, lorsqu'on s'interroge dessus, vient une question. Où cette scène a-t-elle été tournée? Au Biafra, certainement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce qu'il s'agissait d'enfants qui étaient parqués dans un camp de la faim, dans une sorte de famine park destiné à fournir aux photographes et aux reporters pressés leur contingent d'images tragiques, ou est-ce qu'il s'agissait d'enfants qui étaient victimes du blocus de la faim du Nigeria? Autrement dit, est-ce qu'il s'agissait de victimes des rebelles ou de victimes des gouvernements? Ça, on ne le sait pas. Et cette interrogation, elle est fondée sur l'idée qu'il y avait, de la part des rebelles, une entreprise de mise en scène de la famine, destinée, comme je le disais, à ces reporters pressés, à ces gens qui ne pouvaient passer que 2 ou 3 jours au Biafra, devaient repartir rapidement avec leurs images. Et à cela, on offrait, si j'ose dire, une sorte de pitance famélique qui était destinée précisément à mobiliser les sociétés extérieures, à tenter d'obtenir une aide pour les Biafrais, une pression sur les Nigérians. Bref, à déclencher une mobilisation qui d'ailleurs a eu lieu en Angleterre beaucoup plus qu'en France. Ça se comprend, les relations entre la Grande-Bretagne et son ancienne colonie étaient bien plus étroites que celles que la France pouvait entretenir avec le Nigeria. Bref, on voit que lorsqu'on parle de communication sur des sujets tragiques, la guerre, la famine, différentes voies peuvent s'ouvrir, différentes orientations peuvent être prises, et finalement, on ne les maîtrise que très peu. Il y a une sorte de surdétermination induite par le contexte, par la représentation a priori, et c'est ça peut-être le deuxième point que je veux traiter ici, c'est celui du préjugé, c'est celui de la représentation a priori. L'idée que l'on se fait d'un événement l'emporte finalement sur l'image qui est rapportée de cet événement. L'apothéose récente de cette constatation, enfin de ce cadre d'analyse plutôt, c'est en Libye que personnellement je l'ai observé pendant la guerre de 2011, où l'on a pu mobiliser le pays qui se trouvait derrière son armée, derrière son président, pour aller mettre à bas un régime, le régime de Kadhafi, qui certes était un régime dictatorial, mais qui, pour des raisons diverses, je ne vais pas les développer ici, a été l'objet d'une attaque franco-qatari destinée à l'abattre. Et ce qui me frappe, ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que les accusations très précises qui étaient lancées contre le régime, à savoir d'avoir lancé sa flotte aérienne, son aviation de chasse contre des manifestants pacifiques qui défilaient à Tripoli, le fait qu'on ait découvert des charniers contenant des milliers de cadavres très vite, ensuite une colonne de chars qui allait déferler sur la ville de Benghazi pour la réduire en cendres et exterminer sa population. Ces 3 affirmations successives qui ont été les moments paliers, les moments clés d'une montée en puissance vers la guerre, ce sont des paroles uniquement. Aucune image n'est venue attester la réalité de ces affirmations, aucune preuve d'aucune sorte, aucun témoignage visuel immédiat, mais c'est la force des mots. Et certes, Kadhafi pouvait être considéré comme capable de faire ce genre de choses. Après tout, rien n'interdisait de penser qu'il allait le faire, qu'il le ferait. Mais rien ne permettait de dire qu'il avait fait. Donc ce qui était plausible devenait possible, et ce qui était possible devenait factuel.
par une opération, une sorte de transmutation qui était l'effet, en fait, des mots. Et comme l'a dit avec beaucoup de force, je crois, le philosophe Régis Debray, qui s'intéresse plus au contenant qu'au contenu, qui s'intéresse plus au vecteur qu'au message. Et je pense qu'il a raison de s'y intéresser. Naturellement, le message a son importance également, mais le vecteur du message compte beaucoup. Eh bien, dans ses études de médiologie, pour nommer cette discipline telle qu'il l'a fait, il a conclu que, en fait, nous voyons avec nos oreilles, contrairement à ce que nous croyons. Contrairement à ce qui est généralement dit, on dit moi je crois ce que je vois. Eh bien non, nous dit Régis Debray, c'est l'inverse qui s'approche plus de la vérité. En réalité, on voit ce que l'on croit d'abord. On a une idée et on vérifie, on retrouve la vérification de cette idée dans ce que l'on croit avoir vu. Donc chacun a cru avoir vu une attaque aérienne contre des manifestants à Tripoli, des charniers contenant des milliers de corps, une colonne de chars qui allait déferler sur Benghazi, alors que rien de tout cela n'a existé, mais que malgré tout, autour de ces événements, de ces menaces d'intensité croissante, s'est constituée une véritable mobilisation, à la fois citoyenne, puisqu'il y avait un soutien populaire important à cette entreprise guerrière, mais une mobilisation militaire tout court, puisque c'est bien l'armée française, puis les armées de l'OTAN et de la Ligue arabe, enfin du Qatar en tout cas, qui ont mis à bas le régime, avec les conséquences que l'on sait. Enfin, c'est pas le sujet ici, mais je voulais parler là de la force des croyances dans la question des mobilisations. Et au fond, les croyances les plus simplistes, parfois les plus belliqueuses, les plus agressives, les plus haineuses, bénéficient d'une certaine manière d'un avantage sélectif. Et je crois qu'il est plus facile, par la communication simple, de mobiliser contre un méchant en traçant une ligne de partage entre le méchant qui est l'objet de la vindicte et le bon qui est l'objet d'un soutien et qui est nous, d'une certaine manière, à qui on s'identifie. Autrement dit, on mobilise plus facilement vers le bas que vers le haut, en induisant ou en jouant sur des affects très primaires. On désigne un mauvais objet et d'une certaine manière, on appelle à son lynchage. Le lynchage est une forme particulièrement aiguë, particulièrement atroce de ce type de mobilisation où les affects négatifs, les passions tristes, comme on aurait pu dire en prenant Spinoza comme fond intellectuel, en mobilisant ces passions tristes pour un objet apparemment moral. Et c'est une constatation, disons, peu encourageante que je fais là, mais qui m'a accompagné pendant longtemps. Je constate qu'il est plus facile de mobiliser sur un thème raciste que sur un thème antiraciste. Pas du tout parce que je crois que les gens sont racistes en général, c'est pas du tout ça. Je ne crois pas que le racisme soit si développé que ça en France, par exemple. Mais je veux dire simplement que, pas simplement, il me semble constater que on peut induire plus facilement de la haine et du rejet par la communication que de l'amour et de la compréhension. Pour le dire le traduire sur un terrain plus ordinaire, moins dramatique, moins emphatique, on peut dire qu'il est plus facile de convaincre les gens de fumer par la communication que de les convaincre d'arrêter de fumer par la communication. Il y a une asymétrie entre ces deux formes. Je pense qu'on doit en permanence la garder à l'esprit si l'on veut maîtriser un tant soit peu cet outil assez délicat qu'est le moyen de communication en général, quel qu'il soit, en ayant conscience que l'on a très peu de moyens d'anticiper sur la réception
du message qui passe par l'outil, tant elle est sujette à des variations contextuelles ou à des moments de la vie collective que l'on ne maîtrise absolument pas. Réfléchir sur les mobilisations citoyennes en ce jour de décembre 2018, au moment où je tiens ces propos, c'est inévitablement avoir à l'esprit les Gilets jaunes, dont les nouveaux médias, Facebook en particulier, portent une partie de la mobilisation qu'elles ont, sinon permis, du moins favorisé et amplifié. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je trouve qu'il y a une analogie frappante avec les printemps arabes, en Syrie, bien sûr, avec le versant tragique que cela a pris, mais aussi en Égypte, en Tunisie, et pour partie dans le Golfe, où l'on a vu ces mobilisations qualifiées d'horizontales, parce qu'elles se font non seulement en dehors de toute direction politique identifiable, mais contre toute direction politique identifiable, en revendiquant pour elles le privilège, le bonheur de l'horizontalité, de la démocratie, de l'émotion partagée, de la volonté d'être ensemble, de se sentir fort contre un État dérouté par une telle mobilisation qu'on ne sait pas par quel bout attraper. Il y a donc là il y a un parallèle très fort, dont, pas plus que d'autres, je ne sais où il va nous conduire, naturellement. C'est l'avenir qui le dira. Je ne veux pas... c'est pas du tout mon rôle de faire des prévisions dans ce domaine, mais la force des nouveaux médias chez les Gilets jaunes et le printemps arabe, alors pour certains ce sont des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, peut-être parce que le contexte est différent, mais moi il me semble, enfin je suis frappé par le fait qu'on occupe des places ou des ronds-points, que l'on manifeste dans des endroits qui ne sont pas les lieux habituels de manifestation, que l'on rejette tout leader, que l'on organise des mobilisations au dernier moment et de façon instantanée, que les mots d'ordre pullulent, donc parfois se contredisent naturellement, mais qu'il y a un esprit que je qualifierais de dégagiste, qui est commun à ces deux formes, enfin à ces deux espaces de mobilisation. Et en parlant de Facebook et du référendum des initiatives citoyennes tel qu'il est prôné aujourd'hui, tel qu'il a... moi, je n'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus, donc c'est pas sur le fond que je veux me prononcer, mais je remarque que c'est un terme qui provient d'une campagne contre le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, une campagne qui a vu émerger un jeune professeur d'économie et de gestion en lycée, et qui avait épluché le traité constitutionnel européen et qui avait commencé à mener campagne contre celui-ci. Et en l'espace de quelques semaines, il a eu des millions de suiveurs, enfin il est devenu l'influenceur en chef, au point que on lui attribue l'échec de ce référendum qui pourtant, dont le oui était soutenu par la plupart, la quasi-totalité des formations politiques. Et donc, c'est pas du tout pour héroïser cette personne, dont un certain nombre de relations me semblent douteuses, et qui par ailleurs dit des choses intéressantes, mais c'est pour montrer, enfin ce que je dis là, pour montrer la force quasi éruptive d'un discours qui vient à la rencontre d'attentes, d'aspirations, de questionnements, d'anticipations anxieuses, et qui est porté par ces nouveaux médias dont la caractéristique primordiale est l'instantanéité, et l'instantanéité universelle, si j'ose dire. Il n'y a pas de limite à leur expansion, contrairement à un journal, à une émission de radio ou de télé. Là, ça peut diffuser pratiquement dans le monde entier, en tout cas sur des territoires extrêmement vastes, et c'est instantané. Alors ça porte des revendications démocratiques extrêmement
forte, c'est très intriguant, très intéressant. Mais enfin, on ne peut pas non plus s'empêcher de penser que l'instantanéité, c'est l'affect immédiat qu'elle s'adresse. Il y a une sorte d'adéquation entre le sentiment brut qui ne passe pas par le jugement, la délibération, mais qui est exprimé dans l'état où il est ressenti, et Facebook, Twitter, enfin ces médias de l'instant, de la brièveté, qui offrent un véhicule et une sorte de territoire d'expansion à ces affects. Et il me semble que autant on ne fait rien de fort sans affect, autant lorsque le jugement est éliminé de l'expression de ces affects, lorsqu'ils émergent de façon brute, il y a aussi de quoi s'inquiéter. Donc, moi, je ressens a priori essentiellement de la sympathie pour des gens qui manifestent pour la justice fiscale, et je me reconnais pleinement dans un nombre important de leurs revendications. Donc, il ne s'agit pas du tout pour moi de profiter de cet enregistrement pour donner une sorte de coup de pied tordu à ce mouvement, mais de partager tout de même une préoccupation, voire une inquiétude concernant ce règne qui devient, semble-t-il, sans partage, mais peut-être que nous allons apprendre à maîtriser ce média et que les choses vont évoluer différemment dans le futur, c'est ce que je souhaite en tout cas, mais ce règne sans partage de l'instantanéité, d'une sorte de spontanéité électronique, si l'on veut, ne me semble pas, a priori, porter les meilleures nouvelles, même si c'est sur un mouvement dont la légitimité est, à mon avis, au-delà de toute question, que se porte cette critique.